Bien, nous poursuivons donc l'émission avec la partie réponse aux internautes en direct. Arthur, Pierre, merci d'être avec nous. On salue évidemment Nathalie qui n'a pas pu rester avec nous ce soir avec d'autres obligations, mais on la remercie encore pour sa participation. Je vais commencer avec la lecture d'un commentaire suivi d'une question de François d'abord et de Sophie. Et je propose, Arthur, que tu y réponds dans un premier temps, parce que Pierre a apporté tout à l'heure un message d'espoir sur le constat que la nature était capable de se régénérer assez rapidement. Et comme on vient de terminer sur une note qui peut poser question sur la manière de rester optimiste, j'aimerais te faire réagir aux commentaires de François et à la question de Sophie que je vais lire tout de suite. Nous n'arriverons jamais à sérieusement transformer nos sociétés dans un temps de plus en plus limité. En effet, il faudrait que les efforts de transformation titanesques soient effectués de façon coordonnée au niveau de tous les pays et en même temps, car les problèmes biodiversité, dérèglement climatique, pollution, pillage des ressources concernent toute la planète. Et la question de Sophie qui suit, la solution de changement culturel peut-elle encore venir de la démocratie? Avons-nous le temps d'attendre que 50% de la population adhère aux mesures pour répondre aux défis? Donc, je te laisse réagir, Arthur, à tout ça et nous dire si on peut avoir une note d'optimisme malgré tout. Alors, j'ai combien de temps pour répondre? 2-3 heures? Bon, je vous m'entendez bien déjà? Ouais. Bien connu. Donc, non, mais bien sûr qu'on peut avoir de l'optimisme, mais ça dépend pourquoi. La question n'est pas d'espoir versus espoir, c'est des espoirs pourquoi. Donc, on peut avoir de l'optimisme. La question du dérèglement climatique est mondiale. La question de l'usage des ressources, elle est certes localisée, mais c'est quelque chose qui est effectivement mondial. Quand bien même on arrêterait d'en exploiter ici, à un endroit donné, qu'on en exploiterait ailleurs. La question de la biodiversité, c'est pas un problème mondial. La question de la biodiversité, c'est un ensemble de plein de problèmes locaux, avec certains facteurs, certains déterminants qui sont globaux. Le dérèglement climatique influe là-dessus, mais d'autres qui sont locaux. La plupart sont des facteurs locaux en réalité. C'est véritablement la manière dont les hommes vont transformer leur environnement, l'usage des sols, l'usage des forêts, etc. C'est comment les gens vont ensuite exploiter directement la nature. Ça va être des trafics, etc. Alors on peut toujours dire effectivement que tous ces problèmes, finalement, même s'ils sont locaux, ne sont que la traduction locale du fait qu'on veut, du fait qu'on est de plus en plus. Alors il y a la question de la démographie, je ne vais pas répondre maintenant, mais si on veut que je répondrai après. Là, ce n'était pas la question, donc je ne vais pas développer. Mais la question de la démographie, elle se pose à certains égards. Si, à certains égards, elle ne se pose pas, là, elle se pose pour la biodiversité. Elle se pose parce qu'effectivement, on est certaines choses déjà trop nombreuses à certains endroits et l'impact, enfin, la pression qu'on exerce est grande. Donc oui, il y a en tout cas plein de problèmes qui sont à traiter localement et des problèmes qui sont à traiter géopolitiquement et planétairement. Alors, il y a des espoirs parce que, comme le dit Pierre, c'est vrai que la nature peut se régénérer, elle démontre une grande capacité à le faire, mais elle le démontre uniquement quand les conditions le permettent, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter la pression. Évidemment, on ne résout pas un problème tant que la cause de ce problème continue à s'exercer. Donc, il faut agir en amont sur la cause, parce que sinon, tout ce qu'on peut faire, et on y arrive jusqu'à un certain point, mais combien de temps va-t-on encore y arriver? On y arrive tant qu'on a les ressources pour le faire. Si on n'agit pas sur la cause, on arrive à juste soulager les symptômes, à lutter contre, à limiter la casse, à reconstruire à certains égards. Il y a des endroits où ça va, c'est bon, on arrive à faire renaître. Mais combien de temps? C'est-à-dire que tant qu'il y a les naturalistes qui sont sur place, ou les ONG qui sont sur place, ou les gens qui se mobilisent localement, c'est bien. Voilà, il faut évidemment travailler, c'est ce que fait notamment l'Institut Jane Goodall, sur le fait que les gens, il faut culturellement les orienter vers ça et que ça devienne quelque chose qui fait partie de leur culture. Parce que si c'est juste, ils le font tant que tout va bien. Et puis si demain, par contre, on a d'autres problèmes et qu'ils se mettent à avoir faim ou que leur sécurité alimentaire ou physique ou énergétique n'est plus assurée, alors on arrête les efforts de conservation et du coup, on va terminer d'effondrer les écosystèmes. Et évidemment, ça pose problème. Donc, il y a des choses que l'on peut faire au niveau local parce que la nature peut rebondir. Mais il faut que les conditions soient et restent les bonnes. Et puis, une fois de plus, il faut donc agir à la source. Oui, à la source.
C'est-à-dire que tant que nos sociétés resteront des sociétés de consommation, basées sur une économie et un système où il faut plus, toujours plus, pour les raisons qui ont été expliquées avant, alors, à certains endroits, il y a de l'espoir, mais globalement, il n'y en a pas. Voilà. Par contre, et je terminerai sur cette considération-là, par contre, si je ne pense pas qu'il y ait une solution globale accessible, et donc de toute façon, il y a énormément de choses qui vont continuer à aller dans le mauvais sens, malgré tout, on peut véritablement faire d'énormes différences localement. Et comme je le disais avant, si on agit en plus de ça sur la diffusion du message, sur raconter l'histoire, le rendre inspirant, rendre ce changement-là inspirant, ces histoires de salvation quelque part, les rendre inspirantes, alors ça peut plus être que du micro-local, mais une grande quantité de local, de locaux, excusez-moi, qui fera qu'on n'est toujours pas à une solution globale, mais que malgré tout, on a de l'impact. Voilà. Et moi, je ne propose absolument rien qui permette de résoudre le problème. Le problème ne s'envolera pas. Il y a des choses que l'on va se prendre en pleine poire. Par contre, il n'y a pas c'est foutu ou c'est bon. C'est pas 0 ou 1. Le dérèglement climatique, chaque dizaine de degrés compte. Là, pour la biodiversité, c'est pareil. Chaque population sauvée compte, chaque écosystème sauvé et préservé compte, chaque endroit où la pression qu'exerce l'humanité est soulagée compte. Donc il faut se battre, et le plus possible, avec espoir. Merci Arthur. Pierre, peut-être que tu peux réagir sur la question qui suit, qui est posée par Léo. Comment fait-on quand on a des décideurs qui viennent d'être élus et qui n'ont pas encore compris et font de la communication en faisant croire qu'ils font de la démocratie participative, qu'ils s'intéressent aux circuits courts, qu'ils vont assurer la résilience alimentaire, qu'ils sont à notre service, mais finalement conservent une matrice basée sur la croissance? Y a-t-il des recours possibles ou des outils permettant de contraindre au titre de l'urgence? Alors, ce ne sont pas des questions faciles qui sont posées. De toute façon, problème complexe, questions complexes. Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? J'avoue qu'elle n'est pas simple. Mais ce qui est... alors, par rapport effectivement aux dirigeants, il y a... nos dirigeants sont dans une situation souvent un petit peu compliquée parce que on reste à alimenter un modèle qui existe, comme le disait Arthur tout à l'heure. On est quelque part le modèle de croissance, on est sur un vélo et si on arrête de pédaler, à un moment donné, on tombe. Bon. Et donc la logique qui est effectivement de rendre ce modèle le moins néfaste possible et le plus positif possible, c'est une voie, moyennant quoi il faut, à côté de ça, repenser complètement un nouveau modèle. Avec des penseurs, avec des personnes, en s'interrogeant sur nos valeurs, etc. Donc voilà, donc effectivement, nos dirigeants, je pense qu'il y a de toute façon une prise de conscience qui émane de tout un chacun. Qui est que ce besoin de changer un petit peu certains aspects de la société, de faire du local, de faire du circulaire, etc. Et donc ça, effectivement, il y a une vraie volonté. Je pense qu'il y a des engagements qui se prennent et des initiatives qui se prennent. Après, au-delà de ça, on doit aussi préserver un modèle. Et puis tout ça dans une contrainte de temps. On est on est à une échelle de temps politique. L'échelle de temps politique, c'est le temps d'un mandat. On ne sait pas et on n'a jamais su faire de politique vraiment à long terme en se disant, ben voilà, j'instaure quelque chose pour mes enfants, mes petits-enfants et leurs enfants à eux. Et ça, c'est bien le problème qu'on a. Donc, on essaie de préserver. On voit bien sur des aspects plus biodiversité, où on parle d'intrants, par exemple,
pour les plantations, où à un moment donné, on va décider, on prend une mesure qui n'est pas forcément d'ailleurs extrêmement radicale, comme je pense qu'il faudrait à un moment donné, mais qui consiste à dire on va arrêter ça à échéance temps. Et puis tout d'un coup, il y a une population de telle typologie d'agriculteurs qui dit oui, mais moi ça me pose un problème pour mes pommes de terre ou mes betteraves ou je ne sais quoi. Et effectivement, derrière, par aussi le fait que la complexité des lois fait que on le rétablit ou on le reprolonge de 3 ans. Donc c'est très compliqué de faire avancer les choses. Donc effectivement, je pense que je ne suis pas là pour taper sur les dirigeants ou les politiques. Je pense qu'il y a des prises de conscience, il y a des gens qui veulent faire les choses, mais on est encore dans ce besoin de préserver un système, un modèle qui fait que les choses ne se font pas assez vite, ne se font pas bien, et parfois on va même à contresens. Voilà, c'est un début de réponse à une question compliquée. Alors, avant de te donner la parole, Arthur, est-ce que tu veux peut-être réagir aussi sur cette thématique? Il y a une question d'Emilien qui rejoint un petit peu celle de Léo, qui nous dit les dirigeants en place, de manière générale, risquent de s'accrocher au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à la nécessité d'expérimenter justement pour qu'un système nouveau puisse apparaître, le risque d'un étouffement, d'un empêchement qu'il y ait des initiatives, des expérimentations qui permettraient d'avoir ce plan B dont tu parlais tout à l'heure? Oui, c'est probable. Juste avant de répondre, effectivement, je rajoute juste quelque chose par rapport à ce que vient d'expliquer Pierre. Je trouvais sa réponse intéressante. Tant que on considérera qu'on ne peut se mettre aucune catégorie d'acteurs économiques, notamment à dos, il faut contenter tout le monde et tout le temps. Évidemment, on peut imposer des normes, on peut durcir un peu, mais il ne faut pas que ce soit trop dur. Il ne faudrait pas gêner le commerce international, ou le commerce tout court d'ailleurs, et il ne faudrait surtout pas gêner la croissance. Tant que c'est ça, le paradigme de pensée, on n'y arrivera pas. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que de faire décroître les flux d'énergie et de matière, et en parallèle de ça, faire ce que l'Institut Jane Goodall participe à faire, à savoir préserver ou régénérer s'il y a besoin de l'être, les dégradations à côté de ça, des dégradations d'ailleurs à la fois écologiques et collectives, communautaires. Tant qu'on ne fera pas ça, ça ne marchera pas. Or, faire décroître les flux d'énergie et de matière, ça veut dire quoi? On ne sait pas aujourd'hui, je l'ai déjà expliqué, on ne sait pas faire une décorrélation avec l'économie, donc ça veut dire faire décroître l'économie, la taille globale du gâteau. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout doit décroître. Ça veut dire que des choses doivent décroître fortement et des choses doivent croître là-dedans certainement aussi. Globalement, la voilure doit diminuer. Bon, c'est inaudible politiquement, ça. C'est inaudible socialement aussi pour la plupart des gens. Même si en réalité, il y a des manières d'aborder ça. On pourrait rendre la chose politiquement acceptable, socialement acceptable. Si on dit décroissance égale pauvreté, égale diminution de pouvoir d'achat, point barre, et le reste, si on raisonne à isosystème, le reste étant égal par ailleurs, forcément, ce n'est pas très vendeur. Hein. Et forcément, ça ne pourra jamais marcher. La réalité, c'est que ça, il faut avoir un programme, une idée, un projet, une vision globale, là encore, systémique. Et lorsque moi, j'ai travaillé, je ne sais pas si, je ne me souviens plus si tu l'as dit en introduction quand tu m'as présenté, mais j'ai travaillé sur des programmes politiques. Il y a des gens, des fois, qui me demandent, parce qu'ils ont bien aimé tel ou tel parti, voire l'intégralité du programme, ils me demandent si pour les prochaines élections, ils peuvent aller servir dedans. Et si ils ne peuvent pas les piocher telle ou telle mesure qui leur plairait. Je dis ouais, mais attention, parce que c'est pas une liste de au Père Noël, c'est une cohérence systémique. Donc on peut pas prendre un pilier, je sais pas, un pied sur les trois du tabouret et pas prendre les deux autres, sinon le tabouret se casse la gueule. Voilà, donc il y a une logique d'ensemble à mettre en place. Et si on propose, par exemple, sous des modalités qu'il faut discuter parce que c'est un sujet complexe, donc je ne vais pas détailler là, mais si on propose un revenu universel, si on propose une espèce de société, c'est pas moi qui ai créé l'idée, mais une espèce de société de sécurité sociale, alimentaire ou énergétique, avec derrière, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur ce qu'est la dotation inconditionnelle d'autonomie. Un certain nombre de sujets comme ça qui font que les gens,
si on met en place derrière aussi une logique de commun, où on préserve les choses qui sont absolument essentielles pour la vie et éventuellement aussi le bien-être collectif à chaque endroit, si on préserve ça, c'est-à-dire on les sort des logiques de marché par des projets locaux, idéalement soutenus et encouragés par les élus locaux, alors les gens, ils se retrouvent dans une situation où la base est assurée. Déjà, ils ont une forme de sécurité alimentaire, énergétique de base et peut-être physique, collective. Ils se créent des choses également. Ils retrouvent un peu de sens à ce qu'ils font, etc. À partir de là, la thématique du pouvoir d'achat, je ne dis pas qu'elle s'envole, mais elle est moins importante. Voilà, quand on sait que l'essentiel est assuré. Donc il y a tout un projet à mettre en place, ça va évidemment bien au-delà de ça, je ne développe pas plus. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, les dirigeants politiques, ils vont s'accrocher jusqu'au bout, et ils n'ont pas cette vision parce qu'ils ne comprennent pas la systémique des choses, ils ne l'ont pas, et donc qui dit décroissance des flux, dit nécessairement l'horreur, c'est rétrograde, c'est ce qu'on veut, c'est Amish, retour à la bougie, etc. Donc ça ne va pas passer en l'état actuel des choses, sachant que ce qu'il va falloir faire, malgré tout, c'est faire disparaître des pans entiers de l'économie. Et soit on le fera, et je ne suis pas sûr qu'on le fasse, soit ça va se faire. Ce sera choisi ou ce sera subi. Mais des pans entiers de l'économie vont s'arrêter. Et pour répondre au dernier élément, à la dernière dimension de la question, qui est globalement ce qu'on peut démocratiquement entreprendre, quoi. Moi je pense que tout va passer, une fois de plus, tout va passer par notre capacité à mobiliser les acteurs, les territoires, notamment les élus, dans des projets qui partent du bas. Franchement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir en haut, mais si vous êtes vous-même en politique, allez-y, portez des choses. Ou alors présentez-vous. Ah ouais, présentez-vous, faites des choses. Il y a des élections, profitez-en, et portez des idées. Et donc, si on peut agir depuis le haut, depuis la politique, ce sera très bien. Mais il ne faut pas attendre que ça se produise. D'accord ? Donc, il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions. Ça part de nous, là où on est, là, aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu, parce qu'il y a une partie qui m'a échappé. Merci. Je vais compléter toujours sur la même thématique avec une question de Léo en lien avec une actualité. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. Ah oui. Les derniers rapports au niveau du gouvernement britannique ou de l'Europe privilégient la durabilité forte, soit en reconnaissant que la croissance verte est illusoire, soit en indiquant que toute politique économique doit mettre la planète au cœur et ne pas dépasser les limites biophysiques. Est-ce que ces derniers rapports sont de nature à pouvoir imaginer l'avènement d'un changement de société? Est-ce que vous connaissez les rapports en question? Ouais, je peux réagir très vite, après je laisse Pierre également réagir. Oui, mais il y a des rapports. Il y a des rapports qui sortent. Et il y en a un à l'OCDE qui est sorti. Il y a l'agence de l'environnement européenne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a également publié un rapport. Mais ça reste très marginal. Ce n'est pas parce que ce sont des rapports officiels, d'agences officielles, que derrière, la mentalité des dirigeants du Conseil européen change. Non, non, c'est malheureusement pas le cas. D'accord, même si vous regardez les rapports depuis longtemps du FMI et de l'OCDE, il y a des choses très disparates, des choses même totalement contradictoires, des fois entre deux rapports de la même entité. Donc, ce n'est pas parce que quelque part, à un moment, il y a des gens, des auteurs qui ont décidé, et c'est très bien, bravo, d'écrire dans un rapport que on pouvait pas, qu'il n'y avait pas de découplage, qu'il fallait opter pour la croissance, pour la soutenabilité forte, etc. C'est pas parce qu'il y a des gens qui décrivent que d'une part, cette perception, elle est suffisamment partagée là-haut, et d'autre part, que c'est possible. Parce que la soutenabilité forte, il faudrait tendre vers ça, il faudrait en réalité aller encore même plus loin, parce que même le modèle de soutenabilité forte, il va dans le bon sens, et même lui, il n'est pas suffisant. Enfin, globalement, ok, il faudrait tendre vers ça, mais est-ce que c'est possible? Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Ce n'est pas parce qu'on décrète que ça serait bien que nécessairement c'est physiquement réalisable. Et donc, ce sont des questions qui se posent. Je vais laisser Pierre réagir. Je rajoute juste une chose parce que j'avais zappé un élément que je vais rajouter comme ça en passage, qui est sur le fait que, effectivement, on va rencontrer, si on veut faire émerger au niveau local des choses, des émergents, enfin des alternatives
inspirante, oui, on va rencontrer une forme de résistance. C'est pas grave. Voilà, faut y aller. Faut y aller. Faut foncer dans l'art si besoin, mais il faut y aller. Voilà. Et je pense qu'on a de la chance, malgré tout, encore, d'être en France. Et alors, je ne fais pas du tout l'apologie ni de la France, ni d'un gouvernement, celui-là, mais c'est encore bien pire dans la plupart des autres pays. On a encore une possibilité d'action. Je dis bien encore, parce que ça va changer. La fenêtre de tir va se refermer. Donc là, on peut faire passer des choses. Mais je vous promets que je ne dis pas une seule chose après cette phrase. Mais pour que ça puisse marcher, il faut effectivement que ce soit quelque chose de culturel. Il faut travailler sur le plan culturel pour que ça inspire beaucoup de gens à plein d'endroits. Parce que si c'est juste une utopie quelque part qui se crée, une alternative quelque part qui se crée, c'est quelque chose, si c'est localisé, trop localisé, c'est quelque chose qui s'étouffe, qui s'écrase. Alors que si c'est une émergence collective, une espèce de marée qui monte, là, on ne peut pas l'endiguer. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. On n'a pas besoin de leader, parce qu'un leader, c'est une tête qu'on peut couper, mais on a besoin de pionniers, et on a besoin d'icônes qui inspirent. Pierre, tu voulais réagir? Je vais essayer. J'ai pas lu les derniers rapports qui sont mentionnés. S'agissant de la croissance verte, de reconnaître que c'est pas la solution. Effectivement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est probablement pas la solution parce que bon, déjà il y a la connotation croissance qui devient presque quelque chose de négatif. Voilà, moi je suis pas sûr de savoir vraiment ce que ça veut dire. Néanmoins, il est clair que il vaut mieux avoir une croissance qui est maîtrisée et avec d'incorporer la notion de durabilité dedans que le modèle tel qu'on le vit aujourd'hui. Donc, et je pense que c'est quelque part une étape. Et après, je rejoins Arthur sur le fait que il me semble indispensable de voir émerger sur le terrain, sur les territoires, des initiatives, des nouveaux modèles, des choses qui finalement nous lancent vers des nouvelles choses, des nouveaux modèles, des nouvelles façons de fonctionner. Aujourd'hui, c'est vrai que si on revient presque à la première question, on est dans une situation qui est extrêmement complexe parce que d'arriver à coordonner quelque chose sur ce terrain-là, ben, ça veut dire on parle de quelque chose de mondial. Et aujourd'hui, on ne sait pas piloter quelque chose mondialement. Si on a évoqué le problème de démographie, comment voulez-vous aujourd'hui, tel que l'on fonctionne, maîtriser la croissance démographique, qui est quand même un vrai gros sujet. Hein. C'est vrai qu'en tant qu'ONG environnementale, bon, c'est des choses que on a du mal à toucher du doigt, et puis on n'a pas forcément une réponse. On le voit, enfin, nous qui travaillons notamment en Afrique, on voit la pression qui augmente, et c'est quelque chose qu'on sait qui va devenir extrêmement difficile à gérer dans les années à venir. Comment coordonner tout ça à un niveau mondial? Il y a des choses qu'on peut faire en matière environnementale, de dire ben, on va essayer de faire en sorte, et chaque pays va signer une charte pour que 30% des territoires, etc. On peut arriver à ce genre de choses. Il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus compliqués à traiter. Parce que déjà, vous avez pas mal de territoires. On a eu, si on prenait les États-Unis jusqu'à il y a très peu de temps, voilà, on était dans une opposition ou une négation de pas mal de choses. Donc c'est un sujet extrêmement compliqué. Effectivement, ce qu'on appelle la croissance verte, je ne sais pas si c'est le modèle à terme, mais en tout cas, je pense que c'est un chemin qu'on doit prendre. Comme je disais tout à l'heure, arrêter de pédaler sur le vélo, ça ne va pas forcément nous donner. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Néanmoins, de pédaler un petit peu différemment et avec une vraie dimension environnementale, sociétale, de changer un petit peu ces modèles-là, c'est déjà une chose. Après, effectivement, c'est vraiment une réforme globale de société qu'il faut penser et qui aujourd'hui n'existe pas clairement. C'est un petit peu la peur que voilà, on a
aujourd'hui cette impression, et je pense que c'est l'angoisse notamment des jeunes, hein, avec qui on a l'occasion pas mal d'échanger et qui sont les premiers à se révolter sur cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà, on a l'impression d'être dans une impasse avec aucune solution véritablement, aucun modèle qui est entre guillemets une vraie alternative au modèle existant. Et voilà, ça n'arrivera pas en claquant du doigt. Je pense pas. Je pense que par contre, on va voir émerger des initiatives, on va voir des choses qui nous conduiront graduellement à ça. Et pendant ce temps-là, il faut qu'on arrive à réformer notre ancien modèle pour le rendre beaucoup moins impactant pour la planète et beaucoup mieux socialement pour les personnes. On a Sylvie qui vient de faire une remarque intéressante. Elle nous dit qu'elle reste optimiste parce que la justice reconnaît désormais la responsabilité de l'État dans la crise climatique. Et donc sa question, c'est ne faudrait-il pas passer par la justice, ou du moins passer encore plus par la justice, puisqu'il y a déjà des démarches? Je pense que ça fait partie des outils, et je pense que c'est bien qu'il y ait ce type d'initiative, et voilà. C'est pas ça qui va répondre fondamentalement à un changement de société, mais voilà, je pense que c'est très bien qu'il y ait par différents mécanismes un positionnement des gens pour voilà, manifester leur mécontentement par rapport à une situation qui aujourd'hui reste bloquée. Ça ne va pas assez vite, on le sait tous. Les rapports sont clairs, hein, et donc on sait qu'il y a beaucoup de réformes à engager et qui ne s'engagent pas. Ce qui m'étonne un peu, moi de mon côté, c'est que j'aurais pensé que au vu de la prise de conscience de l'opinion publique hein, sur le besoin de changer beaucoup de choses sur cette planète, il y aurait eu des dirigeants politiques qui, quelque part, avaient l'occasion de se positionner comme des hommes majeurs dans le changement dans notre histoire, ne l'ont pas fait. Et je pense qu'il y avait quelque chose à saisir là, et qu'il y avait matière à vraiment laisser une trace dans l'histoire à ce niveau-là, parce qu'il y a un virage à amorcer et que personne ne s'est positionné en disant moi je vais être le premier pays à changer radicalement les choses et à mettre vraiment les choses en œuvre pour le faire. Et voilà, ça s'est pas fait. J'espère que de futurs dirigeants se positionneront ainsi et auront voilà, d'autres personnes dans leur sillage qui suivront. Mais je suis étonné que je pensais vraiment qu'il y avait une maturité de l'opinion et qu'en termes voilà, d'ambition aussi politique, voilà, le moment était bien choisi. Alors juste avant de revenir aux questions qui portent sur les solutions, j'aurais juste apporté une réponse à Florent qui nous demandait, qui te demandait, Arthur, quelle était ta source concernant le risque de rationnement de mars 2020 que tu évoquais tout à l'heure. Et donc tu m'as transmis la réponse. Il y a effectivement sur Le Figaro un article qui peut se retrouver très facilement en faisant une recherche. Le titre, c'est « Cette semaine de printemps où la France a échappé au rationnement ». Et c'est un article de Marie Bartnick et de Olivia Detroya qui a été publié le 31 décembre et qui a été remis à jour le 2 janvier. Donc, qui revient sur cette fameuse semaine du printemps. Donc, on peut le retrouver sur le web facilement. Une question de Nathalie et une autre d'Éline, je les lis ensemble parce qu'elles se rejoignent. Est-il possible d'avoir des exemples de noms d'entreprises qui commencent à développer des modèles intéressants et quels moyens pour construire le fameux nouveau modèle de système parallèle? Est-ce qu'il y en a déjà qui sont en train de se créer? Si oui, à quoi ressemble-t-il et qui les porte? Donc la question globale, c'est où sont les solutions aujourd'hui? Est-ce qu'Arthur, tu veux démarrer?
Oui, je vais démarrer, mais je vais aussi rajouter quelque chose par rapport à la question précédente, parce que c'est une chose importante à dire. Mais là, pour répondre clairement à la question, ça va aller rapide. Hein. Sur la question des entreprises qui font des bonnes choses, il y a évidemment des gens qui ont des bonnes intentions, et il y a des entreprises et des entrepreneurs qui essayent d'innover et qui essayent de nous proposer des modèles alternatifs, de penser dans les pratiques, dans les... Bon. D'ailleurs, Michael, tu fais partie de ces gens-là, n'est-ce pas à ta façon. Donc, voilà. Bon, et après, moi, je suis plus ou moins convaincu parce que je vois. Et la grande majorité du temps, je ne suis pas très convaincu. Je ne parle pas de toi, Michael, spécifiquement. Hein. Je dis juste d'une manière générale, je ne suis pas très convaincu parce que je vois que les intentions, c'est une chose. Mais derrière, la faisabilité, c'est autre chose. L'impact systémique, c'est autre chose. Quand je vois la technologie, la plupart du temps, comme je disais, elle rajoute de la complexité et du coup, ça demande de l'énergie pour fonctionner. Quand je vois les business models, c'est bien gentil de rajouter. On rajoute toujours des choses. Donc maintenant, on va mettre en place, et ce sera très bien, j'espère qu'on va mettre en place. En tout cas, il y a des gens qui y réfléchissent, une triple comptabilité où on ne fait pas que un bilan actif-passif à la fin de l'année sur la partie purement commerciale, chiffre d'affaires, mais également sur le social et l'environnemental. Bon, ok, très bien. Ça, c'est, je pense, très important. Et ça ne va pas suffire. On va quand même continuer à vouloir faire du chiffre d'affaires, il ne faut pas se leurrer. Et donc, on va continuer à vouloir croître sur la partie strictement financière. Et donc, on reste dans une augmentation des flux financiers, des flux commerciaux, dans toujours plus d'activités économiques. Et ça implique une augmentation des flux parce qu'on ne sait pas décorréler les deux. Alors, quand je dis on ne sait pas décorréler les deux, il y a des gens qui vont tiquer par-ci, par-là. Mais si, il y a tel endroit, ils ont réussi à... Ouais, ok, il y a des micro-exemples de gens qui ont réussi à décorréler à un égard. En général, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Ça ne va pas beaucoup plus loin, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres dimensions de l'affaire. Il y a des gens qui ont réussi à décorréler les gaz à effet de serre de manière localisée et en général, ce n'est pas forcément durable. En général, comme les Anglais, par exemple, ont sorti du charbon, ils ont fait un gros effort de ce côté-là, mais c'était limité dans le temps. D'une manière systémique, on ne sait pas faire, d'accord? On ne sait pas faire. Maintenant, je ne vais pas développer tout, mais allez voir les choses qui se lisent, allez voir les études de George Scalis là, et Jason Hickel, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Même le FMI a publié quelque chose récemment sur le fait qu'il n'y a pas de découplage. Donc, en tout cas, il y a aujourd'hui plein de gens qui font des choses et qui ont des bonnes intentions. Et globalement, soit parce que ça n'a pas de vision systémique, soit parce qu'il y a des effets de bord ou des effets rebonds ou, qui sont pas compris, qui ne sont pas, des fois, difficiles à anticiper, hein, qui font que même avec les meilleures des intentions, derrière, finalement, ça peut déplacer le problème. Franchement, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, c'est très pénible. Donc, il y a des petites entreprises qui tentent des choses, il y en a qui font des choses sympas, des choses bien. Voilà, je n'ai pas particulièrement de noms comme ça qui me viennent en tête. J'en croise de temps en temps un nouveau petit business model, mais c'est des petites entreprises. Il y a des grandes entreprises qui tentent des choses, mais en général, c'est quoi? C'est quelques personnes au sein de ces grands groupes qui ont une véritable volonté. La plupart d'entre eux ne comprennent pas bien la systémique de la chose quand même, peuvent faire des choses, mais à ses limites, au sein d'un groupe qui massivement va continuer à aller dans le mauvais sens. Et j'y crois pas plus que ça. Je pense que dans les entreprises, ce que l'on peut faire, c'est deux choses. D'une part, limiter la casse. Trois choses. Un, limiter la casse. Donc, essayer effectivement d'être le moins destructeur possible. Et partout où on peut être positif, constructif, réparer, le faire. Deuxièmement, s'impliquer localement. Chaque entreprise, même si c'est une multinationale, à la rigueur, chaque entreprise est présente localement à des endroits. Quasiment. Chaque entreprise, évidemment, il y a des entreprises qui sont purement virtuelles, mais enfin, même celles-là, il y a des data centers, quelque part. Donc, les entreprises sont à un moment présentes, ancrées sur un territoire. Eh bien, il faut que dans ces territoires-là, les entreprises soient acteurs du changement. Voilà. Et à ce moment-là, qu'elles participent, qu'elles facilitent, qu'elles donnent du fric, qu'elles donnent des moyens, qu'elles organisent des choses, qu'elles participent à organiser des choses au niveau collectif, soit pour la régénération de la nature, soit pour participer à la résilience générale des collectivités. Et la troisième chose que peut faire éventuellement une entreprise également, c'est pas quelque chose qui est prévu dans les statuts de l'entreprise, mais c'est quelque chose qu'on peut peut-être amener à faire par la base.
par les employés, éventuellement par certains cadres de ces entreprises-là. Vous connaissez peut-être MacGyver. MacGyver, il faisait quoi? MacGyver, il prenait un objet et il utilisait cet objet, ou des objets les uns avec les autres, pas pour ce que ces objets avaient été conçus pour faire, mais pour ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, il voyait en chaque chose le potentiel d'action, non pas ce qui était écrit sur le papier à la base. Et bien voilà, il y a des entreprises qui ont des moyens, qui ont des ressources, qui ont, que ce soit sur des ressources physiques, que ce soit du matériel, que ce soit sur un réseau ou des méthodes de travail, des compétences, ce sont des ressources à la fois humaines et du capital productif, etc. Eh bien, elles ont un business model avec des objectifs à remplir tous les trimestres, tous les machins, mais ça, c'est une chose. À côté de ça, il y a ce qu'elles sont capables de faire. Comment on peut utiliser ce qu'il y a dans les entreprises pour arriver à mettre du changement. Par exemple, une grande entreprise, un grand média, un grand médium. Bon, ben voilà, il a une ligne éditoriale et puis il n'en sort pas trop. Aujourd'hui, et si des gens décidaient de créer d'autres émissions, mais plutôt, parce que ça, c'est encore assez banal, et s'il y avait des gens au sein de l'organigramme qui décidaient de prendre le contrôle, ne serait-ce qu'un jour, faire un grand coup, prendre le contrôle de l'appareil de diffusion, prendre le contrôle de l'appareil de production et faire passer un gros message, bien gros, dans la gueule de tout le monde. C'est pas prévu pour, mais c'est possible. Bon, voilà, après, il faut que les gens pensent qu'ils n'ont rien à perdre. Parce qu'effectivement, ils se grillent quand ils font ça. Là, je vais jusqu'à l'extrême de la logique quand je dis ça. Il faut que les gens qui n'ont pas peur de se griller. Ben voilà, il faut un moment faire chacun une petite étude entre ce qu'on peut perdre là maintenant tout de suite à relativement court terme et puis ce qu'on va tous perdre collectivement et je termine sur cette pensée-là. En tout cas, quoi que ce soit au niveau des entreprises, il y a des intentions, mais les intentions, ça ne suffit pas. Que ce soit au niveau légal, bien sûr qu'il y a, je reviens sur la question précédente, bien sûr que c'est très important que les juristes et les magistrats ont un énorme rôle à jouer. Mais c'est un élément dans l'équation. Ça va pas tout dépendre de ça. Et là aussi, il y a des intentions. Bon, ben là, aujourd'hui, c'est parfait. Là. Le gouvernement français a été condamné, mais c'est plutôt symbolique. On verra surtout dans 2 mois s'il est véritablement condamné à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, il s'est juste fait taper sur les doigts parce qu'il ne l'avait pas fait. Il y a un peu plus d'1 an aux Pays-Bas, là, par contre, ils l'ont vraiment fait. Il y a 900 personnes, si je me souviens bien, qui ont saisi la Cour de justice aux Pays-Bas. Et le gouvernement a non seulement été condamné parce qu'il n'avait pas fait les efforts, mais ils sont allés un cran plus loin. Il a eu l'obligation de mettre en place les efforts pour respecter ses accords, ses engagements. Bon, et ça, c'est une intention. Ce n'est pas parce que derrière, l'État est condamné à baisser ses émissions de gaz à effet de serre que c'est possible. Donc, il faut bien décorréler l'intention ou ce qui serait bien et ce qui est possible. Et donc, même sur les histoires de la croissance verte, il y a des façons d'imaginer la croissance qui sont peut-être bien, où on fait croître, on répare, c'est un peu ce dont parlait Pierre, on répare les choses sur le plan écologique, on fait des choses bien, ok, mais tant qu'on reste sur de la croissance avec une dimension économique dedans, c'est-à-dire que tant que, quoi qu'on mette en plus dans le modèle, tant qu'il faut quand même que sur le plan commercial, ça croisse, alors les flux vont continuer de croître parce qu'on ne sait pas faire différemment et on va précipiter l'effondrement. Un effondrement, ou plutôt des effondrements. Voilà, donc, une fois de plus, entre les modèles, les intentions qui peuvent être très bons et ce qui est faisable, il y a un monde. Il ne faut pas confondre les deux, c'est souvent ce que les gens pensent. Ils pensent que parce qu'ils ont trouvé un truc qui était bien, exemple, je ne développe pas, exemple, le modèle de Kate Raworth, là, avec le Donut Economics, les économies du donut, c'est super ce modèle. Il faut tendre vers ça. Ouais, youpi, allons-y, mais ce n'est pas parce que c'est bien sur le papier que c'est faisable. Là, ça aurait été le modèle parfait pour construire des sociétés vivables et viables. Si c'est ce qu'on s'était mis en tête, voilà quel est le but de nos sociétés il y a plusieurs centaines d'années. Et aujourd'hui, malheureusement, tout n'est plus faisable. Donc voilà, bien décorréler les deux, hein. Intention et faisabilité. Pierre, de ton côté, est-ce que tu vois des exemples d'acteurs qui ont développé des modèles intéressants?
Oui, je pense qu'il y a des choses. Voilà, je tiens à être optimiste sur ce plan-là. On voit l'émergence. Alors, bien entendu, je crois qu'il faut distinguer les nouvelles entreprises de grosses sociétés qui tournent depuis longtemps, mais on voit des modèles de nouvelles entreprises qui émergent. Et qui se fondent beaucoup plus sur ce qu'on appelle l'économie bleue au sens Gunther Pauli, dont je vous invite à lire les ouvrages, mais qui prônent finalement un équilibre, d'une part, ce qu'on appelle l'économie régénérative, c'est-à-dire le fait que lorsque on fabrique quelque chose, rien ne se perd et tout se recycle. Donc il y a beaucoup de modèles, il y a des entreprises par exemple qui aujourd'hui font du café, mais qui vont pas exploiter uniquement le grain. D'abord on va faire ça sous la canopée en préservant un certain nombre de choses, en préservant des emplois locaux, et que derrière on va utiliser tout, et y compris que d'un point de vue local ou territorial, tous les éléments soient traités, voilà, qu'il y ait finalement, ce qui est vraiment régénératif de point de vue même voilà, c'est comme ça que fonctionne notre Terre, on arrive à préserver ce cycle tout en produisant. Donc il y a des exemples qui se font. Alors, je parle de Coffee Pixel, vous avez des boîtes dans l'énergie qui commencent à faire des choses assez intéressantes, hein, et qui effectivement, dont la vocation est finalement quand même de livrer un produit et d'avoir une certaine croissance, mais avec une notion à la fois de partage d'un point de vue social et de non-gaspillage et de zéro impact. Donc on voit des choses. Après, vous avez aussi tout un tas de sociétés qui sont souvent des jeunes sociétés, des startups, qui se donnent pour vocation justement dans leur ADN d'être une entreprise pour faire du social ou au service de l'environnement. Donc vous avez voilà, je vois plein de sociétés qui imaginent des choses pour traiter les microplastiques. Vous avez des sociétés qui invente tout un tas de nouvelles mécaniques pour analyser la biodiversité, pour réparer, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui arrive vraiment en masse parce qu'il y a vraiment cette prise de conscience et ce souhait de finalement faire quelque chose dans cet objectif-là. Donc oui, il y a quelque chose. Aujourd'hui, c'est embryonnaire. C'est clair, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, mais de réfléchir à la base lorsque on dit voilà, peu importe, j'exploite une carrière de pierre, et derrière effectivement les déchets, on peut s'en servir pour faire monter faire du papier minéral qui est peut-être meilleur que de faire du papier avec du bois. Bon, donc il y a tout un tas de choses comme ça, de nouvelles idées qui arrivent, qui émergent. Alors effectivement, à l'échelle planétaire, d'un point de vue économique, c'est des petites choses, mais je pense qu'ils prennent de l'ampleur. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, je suis un peu impliqué aussi là-dedans. Voilà, il y a des nouveaux fonds d'investissement qui se créent sur ces bases-là. Donc, en disant, on va créer quelque chose, mais les investissements ne se feront que sur du zéro impact, sur des économies régénératives, et le choix des investisseurs sera là aussi extrêmement contraignant parce que voilà, on veut rester dans une logique la plus saine possible. Voilà, donc oui, il y a des choses qui se font. Alors c'est vrai que si on regarde à l'échelle de la planète, voilà, c'est un début, mais je pense qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens. Alors, on va prendre deux dernières questions. D'abord, une question à laquelle vous allez répondre si vous avez un avis. Est-ce que, concernant le grand reset du forum de Davos et des échanges qui ont eu lieu, vous avez un point de vue ou pas? Oui, moi j'en ai un, mais pas très élaboré, donc ce sera pour le coup rapide, moi qui parle beaucoup. Ce grand reset, c'est là encore, je pense qu'il y a des profiteurs, il y a des gens qui ont tout un projet derrière.
qui n'est pas forcément propice au bien-être collectif durable. Mais globalement, il y a aussi des gens là-dedans qui ont des bonnes intentions. Et ils pensent vraiment qu'ils vont bien faire les choses. Et on voit encore une fois ce grand sujet de la dichotomie entre les intentions, qui peuvent être bonnes, et la faisabilité des choses. Ils sont dans des anciennes logiques qui ne vont faire qu'empirer les choses. Et il n'y a aucun moyen que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il y a un truc par-ci, un truc par-là parmi ce qu'ils vont promouvoir, qui ne va pas avoir à un certain endroit des conséquences positives. Mais globalement, du point de vue systémique, ça ne peut pas fonctionner parce que la logique qui est derrière, c'est toujours la même logique. On ne met pas en question le système, on ne fait que l'aménager. Et le système, voilà, ça reste une augmentation des flux. On revient toujours, à mon avis, à cette base-là. Pierre, est-ce que tu avais une réaction? Je rejoins un peu Arthur là-dessus. Effectivement, on voit afficher pas mal de bonnes intentions. Maintenant, voilà, on reste effectivement calé sur un modèle de croissance perpétuelle. Voilà, donc oui, je pense qu'il y a, par contre, il y a des intentions. Je pense que ces intentions sont sincères. Est-ce que est-ce qu'on entend ce qu'on souhaiterait entendre vraiment avec des déclics et des changements forts? Non, pas forcément. Et alors, une dernière question de Mattei qui nous dit le problème est global, il est méta, et les gens qui s'intéressent à ces domaines sont encore ultra minoritaires alors qu'on n'a pas 20 à 30 ans devant nous. Comment sortir rapidement de ce schéma? Donc, comment mobiliser finalement très vite beaucoup de monde? Tout dépend de ce qu'on appelle très vite. Hein. Non, vas-y Pierre, si tu veux répondre. J'ai des choses à dire, mais j'ai l'impression que je vais me répéter un peu. Non, c'est en voyant tous ces mouvements dont tu fais partie, Michael. Voilà, il y a un mouvement de fond, il y a un intérêt des gens pour imaginer de nouveaux modèles qui fonctionnent différemment. Voilà, est-ce que c'est très difficile de répondre à une question de comment mobiliser suffisamment vite. On sait qu'on va, on sait que sur certains aspects, peu importe que ce soit environnementaux, on n'y arrivera pas dans les temps. C'est une certitude. Après, c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras et qu'il ne faut pas imaginer les choses. On sait que le réchauffement climatique marche. Voilà, maintenant, c'est pas parce que on sait que de toute façon ça va augmenter qu'il ne faut pas se retrousser les manches, parce que peut-être qu'on pourra réinfléchir les choses plus tard, mais il faut s'y prendre maintenant. Donc je pense que voilà, certes, il y a une frustration de voir que les choses ne vont pas assez vite. En même temps, je pense que raison de plus pour être nombreux à y croire et à se mobiliser. Et c'est ça qui change tout fondamentalement. On le voit, on parle d'économie, on parle de croissance, etc. Au final, c'est vous et moi qui achetons, qui faisons des choix sur ce qu'on achète, sur notre façon de manger, sur notre façon de consommer, etc. Donc, c'est vraiment de chacun de nous que dépend aussi ce changement de modèle. Voilà, et c'est savoir quels sont, même si on a tous quelque part finalement pris conscience de ce qui est bien pour la planète et de ce qui est moins bien, voilà, quelles sont les priorités? Parfois, les priorités ne sont pas bonnes pour chacun de nous. Donc voilà, qu'est-ce qu'on met au premier plan? Et c'est ça qui change, à mon sens, énormément de choses, donc et qu'on attend à voir bouger. Et je pense que d'un point de vue global, il y a des pays où effectivement cette réflexion est plus avancée que d'autres.
qui sont plus dans des chemins de développement et qui cherchent finalement à reproduire un modèle qu'on a monté nous. Oui, c'est effectivement, il faut que ceux-là voient les choses différemment parce que il faut qu'on avance ensemble. Hein. Il faut qu'on est sur une problématique qui est planétaire. Alors, on va prendre la dernière question posée par Emilien à l'instant, mais je te laisse Arthur compléter si tu le souhaitais. Merci. Il y a pas mal de choses à dire. Donc, globalement, ce que tu disais, on n'y arrivera pas dans les temps. Je suis d'accord, mais en fait, ça fait maintenant au moins 15 ans que je suis d'accord. Aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est qu'on n'y est pas arrivé dans les temps. C'est même au passé qu'on peut parler. C'est-à-dire la catastrophe, elle est en cours. D'accord ? Donc, mais ça ne veut rien dire, une fois de plus, d'imaginer que soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Donc, c'est tout un continuum. Chaque victoire est bonne à prendre. Éviter le pire est toujours possible. Voilà. Donc, en tout cas, le problème, pour répondre à la question, qui est comment on pourrait déclencher une prise de conscience, une mobilisation massive. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment possible. Déjà, la première raison pour laquelle ce n'est pas possible, c'est que tu ne déclenches pas auprès de gens que tu ne touches pas. Alors, la première question, en amont même de celle-là, c'est comment tu touches tout le monde. C'est très compliqué de toucher tout le monde. Qui c'est qui touche tout le monde ? Il y a très peu de gens qui touchent tout le monde. Même les blockbusters, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire que même, faut vraiment être une personnalité de premier plan, ou alors faire des films Marvel, je sais pas, pour toucher des millions, des centaines de millions de personnes. Mais globalement, c'est très compliqué. Donc déjà, on est tous dans des bulles informationnelles, on est tous piégés, on voit pas ce qui se passe. Et donc, ce qu'on va raconter là, je ne sais pas combien de personnes vont le voir. Je ne parle pas forcément des gens qui sont ce soir connectés, mais au final, combien de personnes vont le voir ? Bon, comment tu fais pour mobiliser massivement tous les autres qui n'ont pas vu ? Je peux raconter ce que je veux, faire ce que je veux. Hein. Et ceux qui ne verront pas, ça n'aura aucun impact. Donc, la première question à se poser, elle est là. Pour avoir de l'impact, déjà, une fois de plus, il faut être inspirant. Parce qu'il n'y a rien pour que les gens n'aient plus qu'une histoire inspirante. Une histoire de transformation réussie. Et par contre, il faut arrêter de faire de l'entre-soi, parce que toutes les histoires qu'on raconte, tout ce qu'on propose comme modèle, c'est toujours un peu les mêmes, les transitionneurs qui sont assez caricaturables, et ça n'intéresse ou ça n'inspire toujours que les mêmes. Donc, déjà, il faut multiplier le type, pas simplement les initiatives, mais les types d'initiatives et la culture qu'on y met dedans, la manière dont c'est présenté, etc. Donc, il faut proposer des choses variées. Il faut donc proposer, et puis il faut s'opposer. Une fois de plus, il y a quelque chose à faire côté résilience, il y a aussi quelque chose à faire côté résistance. Donc maintenant, quoi qu'on choisisse l'un et ou l'autre, il est temps de s'impliquer. Donc chacun doit s'impliquer. Il est temps de mettre la pression. J'ai envie de dire tout azimut. Après, si on arrive à se coordonner, c'est bien aussi. D'où l'intérêt de certains réseaux, de certains outils, de certains mouvements. Aujourd'hui, le seul problème que j'ai avec les mouvements, par exemple Extinction Rebellion, c'est que j'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien la manière dont c'est fait, mais pour l'instant, ils réclament. Et réclamer quelque chose, réclamer des dirigeants qui respectent les accords de Paris, par exemple, l'accord de Paris, réclamer, ce n'est ni proposer, ni s'opposer. C'est ni l'un ni l'autre. C'est juste réclamer. Mais ils ne donneront pas, même s'ils veulent. Pas plus, ça ne veut pas dire qu'ils pourront, entre l'intention et etc., la faisabilité, comme je disais. Et ce qu'il faut viser, c'est le seuil. Il y a un effet de seuil dans le bon sens ou un effet de seuil dans le mauvais. Quand on met de la pression, quand on met une contrainte, on exerce une contrainte sur un système complexe, ça peut être un écosystème, mais ça peut être une société. Le système complexe va s'adapter à la pression. Il va, comme exactement on l'a vu dans le cas du Covid, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain point, il s'adapte. Donc, il va sacrifier certaines choses, réorganiser d'autres, etc. Il peut y avoir des gens qui souffrent, il peut y avoir des pertes dans un écosystème, ça va être des espèces ou des populations qui vont disparaître. Mais malgré tout, le système se réorganise jusqu'à un point de rupture. Il y a toujours un point de rupture. Et d'un seul coup, paf, tout le système se casse la gueule. Ça peut arriver en un seul coup ou en plusieurs coups. Il peut y avoir plusieurs dévissages successifs. Et voilà comment ça se passe. Il y a toujours un point de rupture, un effet de seuil. Mais là, c'est pareil, il faut le créer dans l'autre sens. Le but, ce n'est pas comment on fait les choses le plus rapidement possible. Ça, on ne pourra jamais. On ne peut pas, le plus rapidement possible, faire en sorte qu'un maximum de personnes se mobilisent. Enfin, un maximum. Si, on peut faire un maximum. Mais que je veux dire que faire en sorte que ce soit une majorité de la population, non, ça n'arrivera pas. Donc, il faut nécessairement aujourd'hui commencer les choses et faire en sorte d'essayer d'atteindre une masse critique par la diffusion et l'information des pratiques, des histoires, et se mettre en réseau. Voilà. Et il faut viser un point, un effet de rupture, un effet de seuil à un moment, et ça, ce n'est pas prévisible. Voilà. Est-ce que ça arrivera dans 3 ans ? Est-ce que ça arrivera dans 30 ans ? Est-ce que ce sera trop tôt, assez rapide ou trop tard ? Je ne sais pas. Mais c'est la seule chose qu'on puisse tenter. Donc,
allons-y. Et je dirais qu'en termes de stratégie, il faut travailler sur des chevaux de Troie. Moi, je fais beaucoup de choses en mode cheval de Troie. Notamment, vous irez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, mais ça fait un moment déjà, je suis en retard pour ceux qui savent, mais je développe une série télévisée, grand public, qui est sur ces sujets-là, de manière générique, en tout cas les sujets de nos vulnérabilités et des dérèglements, des dysfonctionnements et du risque d'effondrement derrière, en tout cas de descente énergétique et matérielle rapide et incontrôlée. Voilà le sujet. Mais est-ce que c'est ça le projet que j'ai? Non, c'est un cheval de Troie. La série que je fais, c'est mettre le pied dans la place avec une série télé un peu grand public en espérant attirer un max de personnes au niveau mondial, parce que ce n'est pas une série que j'écris en France, c'est une série que j'écris en anglais en espérant qu'elle soit diffusée dans le monde entier. Et derrière, dans le sillage de ça, eh ben, il y a des propositions, il y a des projets, il y a des contenus additionnels, il y a une plateforme avec des propositions, il y a tout un tas de choses qui vont dans le sillage de ça. Je ne rentre pas dans le détail, l'idée c'est le cheval de Troie. Donc faites, si vous ne savez pas comment directement aller droit au but, bah, et 9 fois sur 10, c'est le cas. On se dit, oh là, c'est un peu trop loin, je ne vois pas comment aller de là où je suis jusqu'à ce qu'il faudrait faire. Phasez votre projet, faites-le en phase, mettez-le à la bonne échelle. L'échelle, pour la plupart des projets, c'est l'échelle territoriale. Je ne rentre pas dans le détail non plus de pourquoi, mais c'est l'échelle territoriale. Et surtout, faites-le en mode cheval de Troie. Voilà. Posez le pied dans la place et organisez des conversations, parlez avec les gens, et vous verrez, vous allez créer les bonnes conditions pour qu'il y ait un effet de seuil à un moment et une bascule. Galit réagissait sur Facebook à l'instant en disant on vous voit et on vous entend et on en parlera autour de nous. Donc merci Galit. C'est effectivement aussi l'effet viral qui est important. Et vraiment la toute dernière question d'Emilien, qui est une question d'actualité à horizon 2023-2024. Lorsque l'État cessera d'aider les entreprises sans avenir et que ces dernières devront atteindre la rentabilité nécessaire pour rembourser, quel pourrait être le scénario si la France affrontait une vague massive de défauts de ces mêmes entreprises? Alors, je ne sais pas si ce que veut dire les entreprises sans avenir, si on fait référence à des grosses entreprises dont le modèle est vu comme dépassé ou inutile, ou si on fait appel à des entreprises qui sont en difficulté. Donc, je ne sais pas si Emilien peut préciser. Alors le temps qu'Emilien complète, ce que je crois entendre dans la fin notamment de sa question, c'est finalement s'il y a des défaillances en chaîne d'entreprise, est-ce que c'est un facteur de changement? Est-ce que c'est un moment que l'on va sans doute traverser qui pourrait être un instant clé pour le changement? Et Emilien est en train de préciser, sans avenir au vu de la contrainte énergétique. Je pense que d'une part, l'État va se comporter comme il se comporte toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises clés qui portent aujourd'hui des emplois ou ont un rôle structurel dans l'État, je pense aux banques notamment, etc., l'État ne les laissera pas défaillir. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu et voilà, ce n'est pas possible, ça ne se passera pas. Effectivement, alors de ce côté-là, si vous voulez, on a vu avec cette crise Covid, voilà, des aides massives d'État, etc., qui voilà, à mon sens, auront pas forcément un impact colossal. En tout cas, on peut encore l'espérer peut-être à ce stade, parce que les taux sont tellement bas aujourd'hui que finalement, le niveau de remboursement nécessaire est marginal par rapport à si les taux étaient bien supérieurs. Donc, potentiellement, effectivement, on peut espérer aujourd'hui probablement une crise pas aussi catastrophique que cela, si la crise ne s'aggrave pas. Après, pour tout un tas de secteurs, et je réponds probablement la vraie partie de la question, si tout un tas d'entreprises se mettent à défaillir,
tout simplement parce que on rentre dans une crise économique avec souvent des effets de chaîne. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, j'en sais rien. Il se passera probablement que on va trouver une situation sociale qui va se dégrader avec voilà, des gens qui seront beaucoup plus à même de se révolter contre voilà, un système. Peut-être que ça peut accélérer des changements, mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne façon d'envisager les choses. Mais oui, on peut arriver. Là, on est aujourd'hui dans une situation extrêmement incertaine. On ne sait pas du tout quand cette crise va se terminer, si elle se termine. Voilà, on est vraiment une incertitude complète qui peut nous laisser envisager tout type de scénario. Voilà. C'est quand je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez inédit. Et où chacun, on est dans un film à quelque part un peu de science-fiction, ce qu'on regardait il y a quelques temps sur les écrans. On est en train de le vivre aujourd'hui, en se disant, demain aussi bien. D'abord, on a appris notre vulnérabilité et notre impuissance par rapport à un phénomène voilà, qui est arrivé du jour au lendemain. Et déjà, je pense que c'est bien parce que ça nous permet de nous remettre en question. Mais au-delà de ça, on peut imaginer tout un tas de scénarios et on se rend compte que c'est possible que demain, ce qu'on a vécu au Moyen-Âge avec la peste, etc., pourquoi pas, demain, c'est peut-être à notre porte de demain matin. Comment on va régir tout ça, vraiment, on a basculé, je pense, avec cet événement vers quelque chose de nouveau, une conscience de notre fragilité et probablement aussi la conscience du besoin de se réformer à beaucoup de niveaux. Merci Pierre. Arthur, on va te laisser réagir et ce sera en même temps le mot de la fin si tu veux bien. D'accord, merci. Il y a ce que tu disais, Pierre, tu disais, par exemple, tu parlais des banques, et tu disais l'État ne les laissera pas défaillir. Je suis pas d'accord. L'État ne va pas vouloir les laisser défaillir. L'État va tout faire pour qu'elles ne défaillissent pas. Mais entre l'intention et la faisabilité, donc il y a encore un monde. Donc effectivement, l'État va tout faire pour que ça n'arrive pas. Ça ne veut pas dire qu'il y arrivera. Je sais qu'il n'y arrivera pas au bout d'un moment. Je ne peux pas vous dire dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2100, on ne sera plus à se poser ces questions-là. En 2100, la vie aura radicalement changé, la civilisation aura radicalement changé, et on ne sera plus à se poser des questions ni de pouvoir d'achat, ni de banque. On sera c'est pas, voilà. Donc le système va changer bien plus que est-ce qu'il y aura des banques ou pas, est-ce qu'il y aura des entreprises qui sont rentables ou pas. Sur la question de l'énergie, la rentabilité, enfin comment dire, le fait que des entreprises seraient plus viables sur le plan énergétique. Alors, d'une part, le monde est totalement illogique. Il va continuer à l'être. C'est-à-dire, c'est pas parce que certaines entreprises consomment beaucoup trop d'énergie, par exemple, et que du coup, objectivement, rationnellement, elles ne peuvent plus durer, elles ne vont pas durer. Donc, elles vont durer aussi longtemps qu'elles pourront durer, jusqu'à ce que ça casse. Et on va se retrouver avec des schémas où, d'un côté, pour des choses parfaitement superflues, on va avoir beaucoup d'énergie, alors que juste à côté, pour des choses vitales, on n'en aura pas. Il ne va pas y avoir, enfin, jusqu'à un certain point, il y aura des tentatives, mais on ne va pas réussir à faire en sorte que la gabegie soit évitée et qu'il y aura une rationalisation parfaite de tous les flux d'énergie et de matière, vu juste ce qui est vital, et que le superflu, non. Donc, déjà, ce n'est pas parce qu'une entreprise, elle n'est pas. En ce moment, il y a un. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une enquête de France 24 qui montre qu'à Téhéran, capitale de l'Iran, donc, on a des coupures de courant d'onde. Des gens qui manquent d'énergie pour des choses très importantes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des fermes à Bitcoin chinoises qui sont venues s'installer là et que ça tire énormément d'électricité sur le réseau et que ça fait flancher le réseau à certains moments. Voilà. Donc, pendant que des gens n'ont pas d'énergie pour des choses vitales, eh bien, il y a des gens qui utilisent cette énergie-là pour fabriquer des bitcoins. C'est délirant, d'accord? C'est totalement délirant. Et ça va continuer à être délirant. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un moment, effectivement, où ça casse.
que c'est parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas rentables et dont le business model n'est plus adapté et qui doivent, d'une manière ou d'une autre, disparaître, ou en tout cas réduire la voilure de manière drastique et rapide? Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est une goutte parmi plein de gouttes? J'en sais rien. En tout cas, à un moment, le vase déborde. Et ce qui se passe, c'est que là, je rejoins ce que disait Pierre, il y a un moment où il y a une disruption quelque part, où il y a un moment où ça peut basculer. Mais dans ce moment-là, ce qui se passe dépend de ce qu'on aura mis, et donc ce sera la conclusion sur le propos de Michael, dépend de ce qu'on aura mis en place d'ici là. Si on ne met rien en place, ou si ce sont juste quelques émergences très localisées, si rien n'est prévu, ben au moment de la disruption, au moment où ça se casse, effectivement, sur le plan social, c'est terrible, socio-économique, on va dire, il y a des gens qui peuvent plus vivre. Et ces gens-là, ils vont pas gentiment fermer leur gueule, ils vont se révolter. Et donc, il va y avoir énormément de tensions, de conflits et peut-être de violences qui vont émerger. Bon. Et dans cette insécurité ou ce chaos social qui risque de s'aggraver dans les décennies qui viennent, il y a un moment, je vous dis, il y a un effet de seuil. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, il y a des gens qui arrivent et qui disent « Nous sommes dans une situation grave, la sécurité des gens n'est pas assurée, mais moi, pour X et Y raison, ou nous avons les moyens d'assurer cette sécurité, donnez-nous le pouvoir de le faire. » Et les gens, à ce moment-là, en tout cas, s'il y a bien un invariant dans l'histoire, c'est ça, c'est qu'ils vont voter, ou je ne sais pas la forme que ça prendra, en tout cas, vont mettre ces gens-là au pouvoir. Et comme par hasard, ça va se faire au détriment de certaines dimensions de notre liberté collective. En fait, c'est le début du totalitarisme, même si évidemment, ça n'arrive pas en s'appelant comme tel. Ou alors, on préparait des choses. Ou alors, au moment où ça bascule et où il y a un peu de chaos et de confusion et les gens ne savent pas quoi faire, il y a une alternative à ça, à ce que je viens de décrire. Parce qu'on a assuré la résilience des gens sur le plus essentiel. La bouffe, l'énergie, en tout cas un minimum, et la capacité à vivre ensemble. Et avec la nature. Où on reconstitue les écosystèmes. Où on apprend à mettre en place des communs. Où on rapatrie sur le territoire des choses essentielles qui fait qu'on n'a pas à dépendre d'approvisionnement de l'autre bout du monde pour des choses vitales en termes de santé ou de bouffe. Si on a mis en place ça, ces émergences à l'échelle territoriale, avec la bonne masse pour faire face collectivement aux risques. Hein, si c'est juste une micro-ferme où on est 5 potes, on peut être super résilient, mais jusqu'à quoi? Jusqu'au jour où il n'y a plus de pétrole à mettre dans la voiture parce que, mine de rien, on n'a pas réussi à s'en passer. Ou jusqu'au jour où, comme je dis des fois, où les autres arrivent. Les autres, ils sont bien ou mal intentionnés, ça ne change rien. Quand les autres arrivent, ils sont trop. Il y a un problème. Donc, il faut une échelle territoriale. Et si on arrive à faire ça, en mettant en place les communs, avec un projet politique si possible, en assurant aux gens un revenu minimum ou une sécurité sociale, alimentaire, énergétique et compagnie, sur les choses de base. Si on fait ça, alors les gens ne basculent pas au moment crucial vers la dictature, mais ils basculent vers des modes de vie qui font qu'on va réussir à limiter la casse. Il ne s'agit pas que tout le monde soit heureux, que ce soit parfait, mais à limiter la casse et à faire en sorte de ne pas détruire jusqu'au dernier arbre la biodiversité dont nous dépendons pour notre vie. Si on fait ça, on peut vivre avec des choix, des sacrifices qui seront compliqués peut-être, mais aussi, on s'en rendra compte à ce moment-là seulement, aussi, on va retrouver du sens à plein de choses, on va passer à travers une phase difficile de détox. Voilà, on va se sauver de tout un tas de choses dans ce monde qui font nous des junkies, et ça ne va pas être drôle, mais après cette phase de détox, on sera mieux, à certains égards. En tout cas, on sera mieux. Donc là, il y a un véritable espoir, je pense, assez lucide, qu'on peut mettre en place, mais cet espoir n'est lucide que si chacun d'entre vous, là, après avoir accroché l'ordinateur, après avoir éteint l'ordinateur, que si chacun d'entre vous décide de se retrousser les manches et d'y aller comme il peut, au moins en commençant des conversations de lui ou d'elle, c'est le minimum. Mais là, même si c'est pas parfait, même si on n'a pas le projet parfait, même si c'est dur, il faut y aller, il faut foncer. Merci Pierre et Arthur pour le temps consacré aux questions-réponses. On salue évidemment tous les internautes qui ont interagi ce soir ou écouté. J'en profite pour vous inviter à aller sur legrandrebond.fr
où vous retrouverez l'observatoire qui a été mis en place justement pour, dans la durée, au fur et à mesure que sont identifiées des initiatives positives, être informé. Donc, on va publier régulièrement dans cet observatoire des mises en lumière d'acteurs économiques, publics et privés qui contribuent à aller vers l'émergence de nouvelles solutions, aussi perfectibles soient-elles, mais en tout cas qui permettent de progresser en la matière. Merci encore à tous pour le temps partagé ce soir, et puis à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.